Bienvenue dans la série Les experts hyper. Aujourd'hui, j'accueille Hervé Féraud, cofondateur de la plateforme digitale HipHipIn pour l'épanouissement des talents atypiques dans le monde professionnel, ex-dirigeant de filiale européenne de multinationales américaines, mais aussi serial entrepreneur dans de multiples domaines, et membre Mensa France. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Bonjour tout le monde et bonjour Hervé Féraud. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle interview des experts hyper. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Sandrine Larive, je suis hypnocoach, experte en profil atypique, donc ça veut dire haut potentiel, multipotentiel et hypersensible. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'accueillir pour parler aussi de divers sujets, de compétences de HPI, de recrutement, notamment parce que tu es le cofondateur d'une plateforme digitale justement dédiée aux profils atypiques et aux entreprises. Et on va en parler longuement. Mais en attendant, j'aimerais bien que tu nous présentes un petit peu ton parcours, comment tu as connu, toi, le haut potentiel, etc. Et puis aussi que tu nous parles un petit peu, tu m'as beaucoup raconté d'anecdotes personnelles à propos des femmes HPI. Et on est sur une chaîne qui est dédiée au féminin, alors c'est l'occasion de le faire. Écoute, bonjour, merci Sandrine de m'accueillir sur ta chaîne, c'est un vrai plaisir, c'est un honneur pour moi aussi de participer. Écoute, pour revenir sur ta question, comment j'ai été en contact avec cette douance, en réalité, ça fait quand même très longtemps que je le sais ou que je m'en doute. Pour moi, c'est resté une abstraction pendant très longtemps, jusqu'à ce que je puisse y mettre des mots au moment où j'ai été effectivement testé. Mais j'ai eu l'occasion de passer pas mal de tests que ce soit pour rentrer dans une école, parce que j'étais pas spécialement, je veux dire, l'école n'était pas spécialement ma priorité au lycée, donc j'avais un dossier relativement médiocre. J'ai eu un bac assez, de façon très limite, puisque je me suis retrouvé avec 10,0 quelque chose, juste parce qu'il fallait 10 pour l'avoir, quoi. Et donc, avec un dossier pareil, je ne pouvais pas faire beaucoup d'études. J'ai pu quand même faire une école de commerce parce que j'ai été pris en prépa parce qu'il faisait passer des tests psychométriques et de logique. Donc, j'ai commencé ça commençait à me titiller un petit peu. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est pareil, l'armée. J'ai passé parce qu'à ce moment-là, je suis de l'âge où on faisait encore le service militaire, donc j'ai fait les 3 jours, on faisait des tests, j'ai eu, comment dirais-je, l'armée a convoqué mes parents pour leur demander s'ils ne voulaient pas que je vienne m'engager. Alors, ce n'était pas du tout ma priorité, ça non plus. Et donc, voilà, et puis effectivement, pour rentrer dans mes premiers jobs, j'ai eu pas mal de tests à passer aussi. D'ailleurs, c'était intéressant. Une petite anecdote aussi. Je crois que tu voulais que j'en parle. Donc, je pourrais en parler si tu veux. Super. Et alors, du coup, en termes de parcours, c'est quoi un petit peu ton parcours? Je crois que tu es aussi un bon multipotentiel. Chez toi, on peut parler d'entrepreneur multisecteur, consultant, investisseur. Tu as touché à beaucoup de choses, notamment tu m'as parlé aussi d'hologramme, ce qui m'avait fait aussi sourire. Effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est que comme je ne tiens pas en place, il faut toujours que je fasse plein de choses et surtout plein de choses différentes, parce que sinon, je m'ennuie. Et il se trouve que toute ma carrière, en fait, je l'ai faite en double. C'est-à-dire que j'ai une double parcours à la fois de cadre dirigeant dans des multinationales, puis j'ai travaillé chez Standard & Poor's, puis ICE, Intercontinental Exchange. C'est des multinationales américaines et j'ai dirigé les filiales européennes de ces sociétés. Et en parallèle, c'est-à-dire sur mes week-ends, sur mes nuits, sur mes soirées, j'ai participé à la création de plusieurs entreprises ou au lancement de quelques initiatives. Et alors effectivement, c'est un petit peu dans tous les domaines. Alors, en effet, comme tu dis, j'avais commencé ma carrière et puis j'ai eu la bonne idée d'arrêter un moment pour me lancer dans la fabrication d'hologrammes. C'était peut-être un petit peu tôt, c'était début des années 90.
C'était un petit peu compliqué et puis surtout, il n'y avait pas les structures de mentoring pour les entrepreneurs à l'époque. Donc, je me suis quand même pas mal vautré, donc c'était une belle expérience. Et donc, l'hologramme, j'ai développé des jeux, j'ai développé des quiz. Je parle de programmation informatique. J'ai également, j'ai passé la plupart de ma carrière dans la finance de marché. J'ai fait du consulting aussi en trading algorithmique, donc tout ce qui est programme de trading. J'ai lancé des initiatives. Et là, je suis quand même pas mal impliqué dans des réseaux sociaux dédiés à la finance. En quelque sorte, j'ai fait une sorte de mythique de la finance. Euh, et alors, évidemment, bon, maintenant, je suis dans la partie RH sur les profils atypiques. En fait, je dirais que le fil rouge de tout ça, c'est vraiment c'est la création, c'est l'innovation. Euh, c'est toujours essayer d'aller un petit peu plus loin que ce qui existe, parce que sinon, ça m'ennuie. Alors, ça ne rend pas les choses simples, hein, parce que c'est toujours très, très compliqué de faire comprendre un concept. Quand on essaie d'inventer un concept, je l'ai fait alors je n'ai pas parlé, j'ai fait des biographies aussi d'entreprises, d'entrepreneurs. C'est très compliqué de faire comprendre un concept parce que, bien entendu, à chaque fois qu'on en parle, la personne va se raccrocher à une référence, à ce qu'elle connaît déjà, et donc va forcément tenter de réduire le concept à cette partie qu'elle connaît bien. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Bon, c'est comme ça, j'y peux pas grand-chose. Bah, alors là, c'est un bel exemple de parcours multipotentiel. Tu sais aussi que cette chaîne est dédiée principalement, et pas que, au potentiel féminin. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur justement bah, voilà, les différences que tu as pu observer pour les femmes, comment toi tu essayes d'approcher ce sujet, sachant qu'il y en a aussi beaucoup qui ont du mal à reconnaître leur haut potentiel avec des petites phases de déni. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu connais des femmes au potentiel et qu'est-ce que tu as pu en retirer? Oui, alors je vais peut-être faire le lien avec ce dont tu voulais que je parle tout à l'heure. Effectivement, mon premier job, euh, j'ai eu l'occasion de passer des tests chez un recruteur. Et celui-ci a donné les résultats de mes tests à la personne qui était supposée aux personnes qui étaient supposées me recruter dans cette entreprise. J'ai commencé. Et moi, je ne savais pas en fait qu'il avait partagé les résultats et surtout, je ne savais pas à quel niveau étaient arrivés mes résultats justement. Et j'ai appris une dizaine d'années plus tard que on m'attendait un petit peu de pied ferme dans cette entreprise où je suis arrivé et on se disait mais c'est quoi cet extraterrestre qui arrive? Et, euh, et là, je voudrais rendre hommage à la personne qui m'a recruté, qui était la patronne de cette filiale d'une multinationale aussi, qui est passée au-dessus. Et je pense qu'elle est passée au-dessus de ça parce que justement, c'était une femme qu'elle a vu autre chose que juste, oui, il a un potentiel intellectuel, il va nous emmerder, il va vouloir ceci, il va vouloir cela, puisque d'ailleurs, ça n'a jamais été le cas, mais elle aurait très bien pu se dire à ce moment-là, non, ça va faire tâche, ou voilà. Donc, je voudrais lui rendre hommage, et surtout, elle a bien voulu me laisser suffisamment d'autonomie pour que ça fonctionne, en se disant, oui, normalement, il est capable, bon, voilà, je suppose, j'étais sous surveillance, mais en tout cas, elle m'a laissé faire ce que je voulais faire, et ça s'est quand même très bien passé. Donc ça, c'est en fait la première femme qui a vraiment compté dans ma carrière. La deuxième, c'est effectivement, quand je me suis lancé dans les hologrammes et que je me suis complètement vautré, je suis parti pour une période un peu compliquée où je trouvais des petits boulots, mais ce n'était pas terrible. Et puis un jour, on m'a recontacté pour aller travailler à Londres. Et donc, c'est un ancien chasseur de tête qui m'avait recontacté. Et là, je me suis retrouvé face à des gens, donc des Anglais, avec lesquels je commençais à avoir un petit peu de mal à communiquer parce que ça faisait 3-4 ans que je n'avais plus parlé anglais et c'était compliqué.
Et je me suis retrouvé face à une personne qui est clairement HPI, qui était responsable de l'Europe des ventes européennes et qui était danoise, donc peut-être un petit peu plus ouverte, je dirais, à la différence. Et elle a réussi à convaincre en fait les autres personnes qui n'avaient pas du tout envie de me recruter. Euh, Parce que je pense qu'elle m'a reconnu en fait. C'est-à-dire, quand on s'est vu, quand on a parlé ensemble, on s'est reconnu. Et d'ailleurs, on s'est très très bien entendu pendant très longtemps, pendant tout le temps où elle est restée, ensuite elle est partie. Et voilà. Donc vraiment, je dois leur rendre hommage à toutes les deux. Euh, et sinon, j'ai eu l'occasion de moi-même de travailler soit en tant que collègue, soit en tant que recruteur. J'ai recruté pas mal de gens dans ma carrière, et j'ai recruté pas mal de femmes, bien entendu. Et alors, la plupart du temps, évidemment, ce que je recherchais, c'est des gens avec lesquels j'allais bien m'entendre, et des gens, donc, on va dire, qui captent relativement vite ce qu'on leur dit, qui ont envie d'un petit peu d'autonomie. Je trouve que effectivement, j'ai pu recruter un certain nombre de personnes. Alors, je peux pas le prouver. Je leur ai pas fait passer le test. Je leur ai jamais demandé de test. Après, c'est un petit peu au sujet. On est capable de voir à peu près, sans donner de chiffres exacts, où on en est de ce point de vue-là. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus facile avec les femmes, pour rejoindre ta question de tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas cette. Comment dire les femmes en général, il y a toujours des exceptions, mais elles ne cherchent pas forcément à se mettre en valeur, à faire en sorte de dire oui, mais moi j'ai raison, enfin, ils veulent toujours avoir raison. Ça, c'est plus un truc de mec, on va dire. C'est le côté testostérone de l'homme qui fait qu'on a envie d'asseoir son autorité. On veut pas. On ne veut pas être challengé. Voilà. Les femmes ne sont pas comme ça. Et j'ai pu le constater pendant mes 20 ans de carrière salariée, et même après, que les femmes sont beaucoup plus faciles à vivre, et elles composent. C'est pas pour autant qu'elles vont lâcher, mais elles arrivent à composer. Alors parfois, malheureusement, elles lâchent un petit peu parce que Ou elle compose beaucoup trop. voilà, parce qu'elle compose trop, parce qu'elle compense, elle surcompense, et qu'elle soit HPI ou pas HPI, il y a toujours on va dire ce plafond de verre. Et voilà, HPI ou pas, ce plafond de verre, elle le sent. Alors bon, moi, j'ai essayé de faire en sorte de sortir, de dépasser ce plafond de verre. Maintenant, bon, voilà, il faut voir le côté positif, c'est que ça rend la collaboration beaucoup plus simple. Moi, j'ai toujours adoré travailler non seulement avec des femmes en général, mais avec des femmes HPI. Tout est beaucoup plus simple. Autonomie, voilà, on prend des décisions, on prend des initiatives, on comprend vite. C'est parfait. Qu'est-ce que demande le peuple, quoi. Et Voilà, j'imagine que. J'aurais adoré avoir une femme comme Morgane de la Ah série oui, dans mon équipe. c'est sûr. Pour moi, ça aurait été le paradis, quoi. Visionnaire, lanceuse d'alerte, etc. C'est toujours génial d'avoir une personne comme ça. Exactement. Alors, j'imagine aussi que tout ça, toute cette expérience que tu as accumulée en entreprise, mais aussi en tant qu'entrepreneur, ça t'a mis sur la piste aussi du lancement de ta plateforme digitale. En plus, tu avais travaillé sur des plateformes digitales, des réseaux sociaux pour la finance. Donc, du coup, tu as pu faire aussi peut-être des parallèles techniques. Alors, cette plateforme, ça s'appelle HipHipIn. Donc, tu vas nous raconter pourquoi ça s'appelle comme ça. Quand est-ce que tu l'as créée? Avec qui? Je crois que tu as aussi une cofondatrice. Et puis voilà, quelle est la mission de cette entreprise? Si on te contacte aussi un jour, qu'est-ce qu'on peut espérer des services de cette entreprise? Et puis peut-être quelques résultats aussi tangibles pour les gens pour voir ce que peut apporter une telle plateforme digitale. D'accord. Alors effectivement, je fais un petit step back pour arriver à la création du Pipine. Avant d'entamer ma carrière à Londres,
il se trouve que je suis rentré dans une association de HPI et ce dont je me suis rendu compte, c'est que je me suis rendu compte de deux choses. Euh, la plupart des personnes avec lesquelles j'étais copain, on discutait, on allait dîner, on jouait au bowling, etc., n'avaient pas forcément des postes en lien avec leur capacité intellectuelle. Donc, ça m'a toujours marqué. Ça m'a toujours marqué. Et deuxième chose, on passait pas mal de temps à discuter sur des problématiques globales ou moins globales, que ce soit des problématiques micro ou macro, ou sociétales, humanitaires, etc. Et parfois, on avait des discussions de très haute volée. Et moi, ce qui m'a toujours frustré, c'est que on discutait parfois toute la nuit, ça allait très loin, plein d'idées, et le matin, plus rien. On passait à autre chose. Et je m'étais toujours dit, tiens, un jour, il faudrait que je fasse quelque chose pour canaliser toute cette matière grise. Et, euh, et donc, il se trouve que, un petit peu, non pas par hasard, puisque c'est pas arrivé par hasard. Donc, un jour, j'ai rencontré Lydia Rechetniak, mon associée, donc cofondatrice de Ipipine, et elle avait cette vision d'inclusion de profils atypiques, tels que autistes, hypersensibles, etc. HPI également. Et son idée, c'était de sensibiliser les gens sur cette problématique-là. Et moi, ça m'a beaucoup parlé, bien entendu. Et puis, on a réussi à faire se rejoindre nos visions. Moi, la mienne était justement d'essayer de capter toute cette matière grise là où elle est, de la canaliser pour résoudre les grandes problématiques. Et alors, je pensais à cette époque-là aux grandes problématiques de l'humanité, c'est-à-dire la pauvreté, les guerres, le terrorisme, la faim, tous ces grands problèmes. À l'époque, il n'y avait pas la problématique de l'écologie, mais aujourd'hui, ce serait ça aussi. Et ce qui est très bien, c'est que je me suis dit, voilà, c'est un moyen c'est le moyen, c'est le meilleur tremplin en fait pour y arriver. Et je suis ravi de faire une sorte de pré-annonce d'exclusivité. Donc c'est une sorte de pré-annonce, effectivement. Donc on va lancer un service là dans très 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 peu de temps. Donc on a commencé à travailler dessus depuis le début de l'année, qui va justement permettre d'aller justement capter toute cette matière grise chez dans tout notre réseau de profils de la neurodiversité. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de 15 000 personnes inscrites. On a fait à peu près, je te donne des chiffres en même temps, j'en profite, on a fait à peu près entre 35 et 40 000 bilans de personnalités. On a sensibilisé une cinquantaine d'entreprises, dont un certain nombre d'entreprises du CAC 40. Il y a pas mal d'entreprises aussi, plusieurs centaines d'entreprises qui ont utilisé notre plateforme de passation de tests de talent, puisqu'on a toute une batterie de tests qui permettent de détecter des talents et des éléments de personnalité. Donc, il y a pas mal d'entreprises qui l'ont déjà utilisé. Et donc, on va lancer là, dans très très peu de temps, ce service qui va aller chercher tous les talents de la neurodiversité pour les mettre à la disposition des entreprises, que ce soit des grandes entreprises, mais aussi des petites entreprises, parce que aujourd'hui, voilà, ce qu'on veut faire, c'est mettre un coup de pied dans la fourmilière des grands consultants qui sont un petit peu formatés, qui sont très formatés même, qui sont très 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 chers et qui arrivent souvent avec des solutions qui sont un petit peu à côté de la plaque. Et donc, ce qu'on veut, nous, c'est apporter de la créativité, c'est apporter des solutions qui sont beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus proches des clients et beaucoup plus rapidement et moins cher aussi, tout en faisant bénéficier l'ensemble des personnes qui vont travailler dessus de ces services-là, puisqu'ils vont travailler dessus, ils seront rémunérés et il y aura plein il y a plein d'avantages, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je considère qu'il y a à peu près 95% de la matière grise qui n'est pas utilisée. Je vois bien en fait, c'est un peu le credo de la mission de Ipipine.
Et tu vas nous expliquer aussi pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais c'est vraiment l'idée que voilà, il y a plein de trésors cachés dans les entreprises sous-exploités. Et toi, ton but, c'est d'aller dans le concret. C'est pas uniquement qu'ils le sachent, mais c'est Oui, vraiment complètement. de créer un Oui. écosystème voilà, vertueux pour les candidats aux emplois, les entreprises, pour tout le monde, en fait. Oui, effectivement, je disais 95%, bon, je jette ce chiffre en l'air, c'est probablement même plus, en fait, de la matière grise qui dort aujourd'hui. Moi, je rencontre tous les jours des HPI et d'autres profils qui ne sont pas forcément HPI et qui ont plein de choses à dire, qui ont plein de talents et qui sont, voilà, qui n'arrivent pas à utiliser leurs talents. Ils sont dans des placards, ils ne savent pas comment faire pour être, pour s'épanouir, quoi. C'est Enfin, d'ailleurs la phrase que je retrouve dans mes clientes aussi en coaching. Elles viennent toutes me voir en me disant, je pense que je suis sous-exploitée. Et ça crée une véritable souffrance quand on sait qu'on en a sous le pied, entre guillemets, et qu'on ne peut pas s'épanouir et avoir la parole, la liberté de s'exprimer. c'est une grosse frustration, en fait, non seulement pour la personne, mais alors l'entreprise, malheureusement, elle n'est pas au courant de ça. La plupart du temps, elle n'est pas au courant. Tout à fait, oui. On parlait de DRH tout à l'heure, ils ne savent pas que dans leur propre entreprise, il y a au moins, allez, on va dire, 15 à 25% de gens qui sont sous-exploités parce qu'ils ont plein de talents et que ces talents ne sont pas reconnus. En Alors réalité, oui, peut-être là, donner un chiffre aux personnes, c'était intéressant ce que tu m'avais dit. Aujourd'hui, la neurodiversité, on parle de HPI, autisme, Asperger, TDAH, enfin, trouble de la concentration, 10, ouais. hypersensible. Tu m'as dit que c'était 20% de la population, c'est ça? Oui, bon, il y a des chiffres qui sont plus Oui, connus. Ce sont à peu déjà près, des ouais. hypersensibles. Mhm. Il y a eu pas mal de travaux d'Hélène Maintenant, Aron on qui dit montrent qu'il y a à peu près 31% selon les dernières études scientifiques. combien? 31 maintenant, Ouais. selon Ouais, Saverio Tomasella. c'est de mieux en mieux, de mieux Ouais. en mieux. Et de toute façon, tu connais notre slogan chez Pipine, je ne suis pas différent de toi, je suis différent comme toi. Donc pour nous, on est tous Ouais, je l'aime atypiques. beaucoup ce slogan. Ouais. On est tous atypiques. C'est-à-dire qu'en fait, on parle d'atypisme pour être compris. C'est un mot qu'on n'aime pas, nous. Mais on en parle parce qu'il faut qu'on soit compris. Et atypique, ça dit bien ce que ça veut dire. Voilà, on n'est pas dans la norme. C'est aussi bête que ça en réalité. En réalité, ce qu'on veut, nous, c'est notre objectif, c'est que dans 10 ans, eh bien, on ne parle plus du tout d'atypique. Parce qu'on se sera rendu compte qu'on est tous, quelque part. Mm. On a tous des talents, on a tous nos petites bizarreries. Euh, et donc on est tous atypiques, quelque part. Oui, c'est ça la vision ultime de l'inclusion, hein, au final. Ah mais complètement, complètement. Il n'y a plus besoin d'inclusion parce que tout le monde est inclus d'emblée. Mhm. Si tu Mhm. veux, nous, ce à quoi on veut aboutir, c'est à une véritable conception universelle pour tout le monde. Conception universelle, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais globalement, c'est une méthode qui fait en sorte que quand on crée, quand on conçoit, quand on crée des produits, des services, ces services sont adaptés et utilisables par tous d'emblée, sans qu'il y ait besoin d'adaptation spécifique. Eh ben, c'est un petit peu c'est un petit peu notre objectif à terme, savoir que les entreprises réalisent qu'effectivement, il y a toutes ces personnes chez elles déjà, elles sont déjà là. C'est pas comme si, parce que des fois on leur dit, des fois on entend dire, ouais, mais nous on n'est pas concernés, chez nous on n'a pas d'atypique. Mais oui, vous êtes malade ou quoi? Chez vous, vous avez 20% d'atypiques au moins, comme partout ailleurs. Et ces gens-là, il y en a une bonne partie qui ne sont pas épanouis, il y en a une bonne partie qui sont beaucoup plus sujets aux risques psychosociaux que les autres. Et les risques psychosociaux, c'est énorme. Enfin bon, évidemment, ils ne sont pas épanouis, ils sont malheureux. Enfin, ça les impacte. Oui, et ce que je trouve bien aussi dans cette initiative, c'est qu'effectivement, par exemple, la semaine dernière, j'avais interviewé, on en a parlé, Christian Charlet, pour voilà, sa belle initiative sur My Gifted Network, effectivement, qui touche aujourd'hui finalement seulement 9 grosses entreprises presque françaises, même si ça commence à se dérouler. Et effectivement, pour les petites entreprises, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de fait, même pas d'ailleurs de conscience de tout ça. Donc, je trouve ça bien qu'il y ait une plateforme aussi qui soit accessible à tout le monde, finalement, petite ou grosse entreprise. Complètement. Moi, j'aime beaucoup l'initiative de Magnetic Network d'Airbus. C'est vraiment une très belle initiative et je dirais, est très complémentaire en fait à la nôtre, puisque comment dirais-je, ça apporte une partie de la réponse
en faisant se réunir des personnes qui expliquent un petit peu leurs problématiques, pourquoi ils sont pas bien dans leur entreprise, bon. Donc c'est très bien parce que ça leur permet déjà de se sentir mieux, déjà de comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls, ce qui est déjà pas mal. Donc c'est super. Effectivement, comme tu dis, on a envie d'aller un petit peu plus loin et d'essayer quand je dis plus loin, c'est on va dire à côté. C'est essayer de faire en sorte que ces gens-là, une fois qu'ils sont sortis de on va dire de leur réunion et qu'ils retournent dans leur job, qu'ils ne retournent pas dans un job où ils ne sont pas bien, mais ce qu'on veut, c'est les aider à détecter leurs talents et surtout les aider à les mettre en valeur vis-à-vis de l'entreprise, soit en le prouvant, soit en le démontrant d'une façon ou d'une autre. Et effectivement, je suis ravi qu'il y ait pas mal d'entreprises qui aient lancé ce type d'initiative. Moi, je leur tends la main. J'espère qu'on va travailler ensemble parce que effectivement, on a plein de choses à faire ensemble et plus on pourra porter la bonne parole auprès des entreprises, mieux ce sera. Alors justement, c'est intéressant de passer aussi à cette autre question qui est, alors pourquoi aujourd'hui une entreprise peut considérer qu'un HPI c'est un atout et quel est l'intérêt justement de comprendre aussi, et tu vas nous en parler, leurs talents spécifiques et pourquoi c'est important de les mettre à la bonne place, qu'est-ce que ça va générer comme performance additionnelle pour l'entreprise? Ce sont des… comment dirais-je ? Alors, là, je préfère préciser tout de suite, là où je ne suis pas à l'aise, c'est quand on dit les HPI, Oui, oui. voilà, nous les HPI, voilà. Oui, ça non plus, j'aime pas. Après, peut-être que je fais des raccourcis des fois, mais effectivement, Non, mais c'est important. c'est juste pour voilà, c'est juste pour introduire en fait l'idée, c'est qu'effectivement il y a autant de sortes de HPI qu'il y a de HPI, d'autant qu'en plus il y a des façons différentes de détecter le HPI. Comme tu sais, il y a effectivement le WISE qui vont, on va dire, évaluer un certain nombre de caractéristiques qui sont quand même très limitées par rapport à si on prend une intelligence globale. Et parfois, on a de très très bons résultats dans un et on va dire des mauvais dans l'autre, et ce qui fait qu'il y a une certaine, on va dire, hétérogénéité. Et je pense que le maître mot, il est là. Il y a effectivement des HPI qui sont… Alors, si je devais catégoriser, vraiment avec 10 milliers de guillemets, je dirais qu'il y a effectivement une partie d'HPI qui sont homogènes. Globalement, ils sont plutôt bons partout, on va dire. Et des HPI qui sont hétérogènes et qui peuvent être très très bons dans un ou plusieurs domaines et vraiment à la ramasse dans d'autres domaines. Ce qui fait que ça peut poser des problèmes. Et les deux ont leur place, bien entendu, dans la société. Les deux peuvent apporter beaucoup aux entreprises. Par contre, effectivement, il faut qu'ils soient bien compris et il faut qu'ils soient bien positionnés dans leur job. Autant, on va dire, un nouveau jeune va être capable de faire du management, d'apporter de la vision, de l'anticipation, etc. Et donc être utilisé comme ça. Autant, un hétérogène va avoir des capacités d'analyse, des capacités critiques, des capacités à visualiser là où il risque d'y avoir un problème. Et ça, c'est phénoménal aussi. C'est super pour une entreprise d'avoir ces deux types de caractéristiques. Après, il y a ceux qui sont créatifs, et là, ça peut aller très très loin. On peut arriver à des solutions qui sont particulièrement étonnantes et particulièrement efficaces des fois dans les entreprises, rien qu'avec des idées de HPI. Tu as des exemples à nous donner, par exemple? Alors moi, je peux donner des exemples en particulier. Il se trouve que quand j'ai arrêté mes bêtises d'hologramme, que j'ai tout perdu, j'ai cherché du boulot et puis j'ai trouvé du boulot dans une entreprise qui, alors à l'époque, ça existait toujours, il y avait des fax et il y avait le Minitel. Et je vendais de la multidiffusion par fax. Des gros clients qui envoyaient plein de
de fax. Et mon rôle était de trouver des clients. Et puis un jour, en réfléchissant, parce que c'était quand même un peu laborieux d'appeler tout le temps, ouais, je vous propose ça, je m'étais dit, ouais, il faut que je trouve des leviers. Et un jour, j'ai trouvé une astuce, une société qui, alors je ne vais pas citer, même si ça n'existe plus, de toute façon, il n'y a plus de tel. C'est une boîte qui s'appelait, oui, effectivement, je peux le citer, alors ça s'appelait le serveur judiciaire, et qui avait, bah, c'était l'ancêtre de Infogreffe ou Société.com, il y avait toutes les sociétés dessus. Et je m'étais dit, voilà, ils ont plein d'informations dessus, et si je leur propose d'envoyer des fax à toutes les sociétés, ça fait un peu plus d'1 million quand même de clients. Et moi, évidemment, j'étais payé en fonction du nombre de fax qu'ils envoyaient, quoi. Et on avait trouvé cette idée un petit peu originale et assez percutante, qui était de dire, voilà, on a envoyé on a un certain nombre d'informations sur vous à toutes les entreprises, ce qui était vrai, hein, tout est vrai, de toute façon, il n'y a pas d'embrouille particulière. Allez vérifier. Et allez vérifier, c'est en moralité, c'était un succès de dingue. Et c'est monter le chiffre d'affaires de la société de façon faramineuse. Et rien que ce client-là a représenté à un moment à peu près 60% du chiffre d'affaires de la société, sachant qu'il y avait une quinzaine de vendeurs. C'était un truc de fou. Donc voilà, ça c'est un exemple. C'est pareil chez Standard & Poor's, on n'avait pas l'habitude ça c'était à Londres. Ça ne se faisait pas trop chez S&P de travailler avec des concurrents ou avec des partenaires techniques qui n'étaient pas, forcément du même niveau que ce qu'on était, quoi, on va dire. Et moi, j'ai voulu travailler, quand j'avais la responsabilité de développer le marché français, j'ai voulu travailler avec ces concurrents, avec ses partenaires. J'étais le seul à le faire et le chiffre d'affaires de la France a grimpé de façon faramineuse jusqu'à arriver à un moment à peu près au même niveau que celui d'Angleterre. Alors, quand on connaît la différence des marchés français et anglais en termes de finances de marché, c'est quand même assez étonnant. Et en réalité, ça m'a permis on m'a dit, ouais, finalement, ça marche bien. Tu ne voudrais pas faire ça en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, un petit peu partout. Et du coup, j'ai fait ça dans toute l'Europe après. Et si on ne m'avait pas écouté, si on ne m'avait pas laissé, là c'est pareil, je vais rendre hommage quand même à mon boss à ce moment-là, parce que ça avait changé. Donc, la femme dont je parlais tout à l'heure était partie et lui m'avait laissé faire. Parce que s'il ne m'avait pas laissé faire, je n'aurais jamais pu. Ça aurait été ni bon pour moi, ni bon pour la société. Donc voilà, s'il y a une chose à retenir, je dirais, c'est que faut lâcher du lest, quoi. Si quelqu'un a des idées, je pense qu'il faut être ouvert à ces idées. C'est pas hésiter, il faut lui laisser de l'autonomie. Il ne faut surtout pas micromanager un HPI, qu'il soit homogène ou hétérogène. C'est la meilleure façon de l'envoyer en dépression. Oui, puis on sait que très bien qu'il a besoin aussi, ça a été vérifié scientifiquement, de pause aussi de son cerveau pour justement encore mieux traiter l'information jusqu'au bout, puisque c'est aussi dans les phases de sommeil et de pause que le HPI traite aussi la moitié de l'information. Donc c'est important qu'il ait aussi cet espace, je pense, justement pour pouvoir relier toutes ces idées, assembler tout ce qu'il a en arrière-fond, qui tourne pour sortir des idées géniales. Et c'est ça qu'on oublie aussi. Alors, ça, je ne sais pas, ça tu m'apprends, mais effectivement. Nouveau travaux scientifiques sur l'hypersensibilité qui montrent effectivement que l'arrêt, justement, la mise en jachère est extrêmement importante pour que tout le traitement des informations se fasse jusqu'au bout. Oui, effectivement. Alors, pour revenir un petit peu sur ce que je disais précédemment et qui est en lien, étant donné qu'il y a plein de formes de HPI différentes, je dirais que le mieux, c'est véritablement, si je suis manager, si je suis DRH, si je suis dirigeant d'entreprise, c'est vraiment l'écoute. C'est vraiment d'essayer de comprendre comment veut fonctionner le HPI.
parce que chacun aura sa volonté différente. Il y en a qui aiment bien être managés, qu'on leur dise, tiens, voilà, il faut faire ça. Puis on dit, il faut faire ça, tac, il se débrouille pour le faire, il le fait très très bien. Il va le faire très très bien de toute façon. Et puis tu as celui qui n'a pas envie qu'on lui dise, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il a envie qu'on lui dise, tiens, voilà où on veut arriver. Et c'est lui qui va se débrouiller. Il va être créatif, c'est suffisamment créatif, suffisamment innovant, il va trouver les bonnes solutions pour le faire. Mais avant de le savoir, ça, il faut vraiment discuter, il faut être ouvert sur la personnalité, sur les talents des personnes. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec une batterie de tests pour les entreprises, hein, c'est d'aller détecter les talents des personnes. Voilà, celui-là va être très doué dans tel et tel domaine. Il y a un autre intérêt aussi, c'est que ça peut permettre d'anticiper des problèmes de type dépression. Puisque ça, c'est une grosse problématique des DRH et des entreprises. Ceux qui vont partir burn-out aussi, en risque psychosociaux, on peut anticiper aussi en allant détecter les talents et les éléments de personnalité des personnes avant. Voilà. Et alors ça, du coup, c'est la partie entreprise. Donc, il y a une grosse partie, comme tu dis, atelier aussi, peut-être conférences, sensibilisation, oui. Tests de personnalité, pool, management du pool de personnes atypiques dans l'entreprise. Et plus, j'imagine, si je suis candidat pour un poste, je me rends compte que je suis HPI. Qu'est-ce que je peux trouver via la plateforme? Est-ce qu'il y a des ressources gratuites pour moi aussi? Est-ce qu'il y a d'autres ressources? Tu dis des tests de personnalité, parce que souvent, on ne sait pas forcément ce qu'on doit mettre sur son CV, on ne sait pas comment on doit se présenter, on ne sait pas si on doit en parler ou pas. Est-ce que toi, tu aides aussi les candidats dans ce sens-là? Alors, c'est un peu l'idée, hein, effectivement. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se mettre en place. Si tu veux, globalement, ce qu'on a voulu faire au départ, c'est développer une approche globale de l'inclusion, de la neurodiversité. Alors, quand je dis neurodiversité, tu les as cités tout à l'heure, on ne parle pas, je ne parle pas, par exemple, de bipolarité, de Gilles de la Tourette, etc., parce que ça, on ne sait pas traiter. Ce sont des pathologies, pour le coup. Voilà, c'est exactement. Ça, on ne sait pas. Donc, c'est une neurodiversité, on va dire, un peu réduite. Et je pense que c'est bien quand même de mettre un terme pour qu'on sache que ce sont des personnes qui fonctionnent, on va dire, un petit peu différemment sur le plan neurologique. Souvent beaucoup mieux, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'on est là. Donc, on a voulu faire une approche globale. Et pour ça, on a mis en place plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est de la sensibilisation. Donc, on fait de la sensibilisation, des conférences auprès des entreprises, on fait des ateliers, de la formation, comment détecter, comment manager, comment recruter de la neurodiversité, comment recruter ses talents, comment faire en sorte de mieux les manager. On fait aussi de l'accompagnement, c'est-à-dire quand ça ne se passe pas très bien dans une équipe, eh bien, on va mettre les moyens nécessaires, on va mettre de l'huile en fait dans cette équipe auprès du manager, auprès de l'autre, auprès des autres personnes de l'équipe, des collègues, et auprès de la personne elle-même, pour que ça se passe mieux. Bien souvent, il ne suffit de pas grand-chose. Hein. Bien souvent, et c'est là que c'est étonnant, bien souvent, il suffit d'en parler. Mais pour en parler, encore faut-il le savoir. Comme tu sais, on peut très bien être détecté aujourd'hui autiste ou HPI à l'âge de 50 ans. Absolument, voire plus. Ouais. Et tout ce qui est passé avant, c'est passé. Voilà, c'est pas trop tard, c'est mieux tard que jamais, mais c'est quand même dommage de ne pas l'avoir vu. La plupart du temps, les personnes qui sont détectées à cet âge-là voient redéfiler toute leur vie et sont plutôt en colère en réalité. Absolument. S'ils l'avaient su avant, voilà. Donc alors c'est un petit peu ce que je dis dans mon article sur la série HPI. Parce que bon, la ligne des critiques, c'est ça va amener des gens à croire qu'ils sont HPI ou à croire que leurs enfants sont HPI. Donc, ça va faire des faux diagnostics, des auto-diagnostics, etc. Ok, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Il y a un bon moyen. À côté de ça, il y a plein de gens qui vont se découvrir.
faut penser à eux aussi. Hein. Oui. Voilà. Donc, il y a le pour, il y a le contre. Et pour le contre, moi, ce que je dirais bien, c'est qu'on fasse passer les tests à tout le monde, et dès le plus jeune âge. Au moins, la question ne se poserait même pas. Il n'y aurait pas faux diagnostic si on testait tout le monde. Ce n'est pas forcément uniquement du HPI, hein, mais il y a des pays qui le font, hein, Israël le font. Dès l'école primaire, on teste. On teste la personnalité, les talents des enfants. Alors voilà, petite parenthèse, mais bon, ça. Après, aussi, j'ai vu là récemment des limites du test où une femme m'avait raconté qu'elle avait fait tester son enfant une année, et puis elle l'a refait tester une autre année, c'était plus le même diagnostic, puis refait tester encore une autre année, et que du coup, elle me dit, mais j'en peux plus de ces trucs, il faut sortir de ça, parce que du coup, en fonction de l'environnement de l'enfant, son humeur le jour où il a passé le test, et des fois, il a même dit, écoute, j'étais pas motivée pour le passer, du coup, j'ai répondu un petit peu ce qu'on voulait que je réponde aux questions. Du coup, c'était assez rigolo. Alors, il faut aussi spécifier qu'en tant qu'adulte, c'est différent parce que tu es entouré aussi, il y a un psychologue. Souvent, tu as des heures aussi avec le psychologue pour qu'il te explique vraiment tes fonctionnements. Et au final, c'est ça qui est important. Non, exactement. Tu viens d'apporter la réponse. Hein. Je veux dire, c'est typique en fait de personnes qui vont s'attacher à un chiffre. Mais le chiffre n'a aucune importance en fait. D'autant qu'en plus, on sait bien que effectivement, selon l'humeur, selon la santé, la résistance tu as bien dormi, tu n'as pas bien dormi, selon le psychologue aussi. Tu vas pas, on peut le dire. Tu vas pas avoir les mêmes résultats. Donc, franchement, c'est un peu ce que je dis aussi dans l'article. Je veux dire, si aujourd'hui tu arrives à 130, tu peux légitimement te poser la question, est-ce que je ne suis pas à 125 ou à 135 et ça ne change rien. On s'en fout en réalité. Voilà, c'est ça. Le tout, c'est d'aller voir, c'est effectivement de discuter avec des professionnels qui vont te dire, toi, et surtout, est-ce que je suis à ma place? Parce qu'au fond, c'est ça. Voilà. C'est qu'à un moment donné, quand on ne sait pas, on sent qu'il y a quelque chose qui manque, une pièce du puzzle, et tant qu'on ne l'a pas trouvée, peu importe comment on la trouve, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, c'est là où vous intervenez, c'est pour remettre les personnes à leur juste place en entreprise quand elles ont été malheureuses beaucoup trop longtemps. Exactement, tu fais bien de me recanaliser puisque j'étais parti encore dans des trucs. Donc, on termine avec, donc je parlais de la sensibilisation, de l'accompagnement. Alors, j'ai parlé aussi des tests, et aujourd'hui, on a des tests de personnalité. Ce ne sont pas véritablement des tests, ce sont des questions. Ce n'est pas des tests de QI, on est d'accord. Non, ce sont ni des tests de QI, ni des tests de détection de spécificité. Ça viendra vraisemblablement plus tard, mais avec beaucoup de précautions. Parce qu'on n'est pas du tout dans le secteur médical. Oui, vous n'êtes pas habilité, oui, bien sûr. Voilà, on n'est pas des médecins. Oui, il faut le redire aussi, seuls les peut-être psychologues, neuropsychologues sont habilités dans ce domaine médical à faire passer ces tests. Absolument, exactement. En aucun cas, une entreprise ou un coach, etc. ne le fait. Juste pour repréciser, si quelqu'un se pose la question de où je dois passer ces tests. Oui, ça, on peut les orienter facilement. Bien sûr. Donc oui, donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des tests par commodité. Ce sont en réalité des questionnaires qui permettent d'avoir des éléments sur la personnalité, sur le comportement, sur le caractère, sur la sensibilité, l'empathie, la confiance en soi, etc. Et qui permettent de déterminer des talents. Puisqu'en fait, l'ensemble des tests qu'on a développés, qu'on a mis en place, sont reliés les uns avec les autres et sont mis en cohérence surtout les uns avec les autres. Ce qui nous permet d'aller détecter de façon assez fine les talents des personnes et donc leur permettre de mettre en valeur vis-à-vis des entreprises. Voilà. Donc ça, c'est la troisième partie. Effectivement, la quatrième partie, puisque tu tends la perche depuis tout à l'heure, c'est effectivement la partie recrutement, puisque notre idée, c'est non seulement que les profils atypiques se sentent bien dans leurs entreprises, pour ceux qui travaillent, qui ont la chance de travailler déjà, mais il y a aussi tous ceux qui ne travaillent pas et qui ont envie de trouver du boulot, ou ceux qui ne sont pas bien et qui ont envie de changer de boulot. Et donc, effectivement, on est en train de mettre en place. Alors, on le fait déjà, on fait déjà de façon un petit peu, on va dire, c'est pas manuel, mais pour l'instant, c'est relativement peu automatisé. Donc, on passe quand même pas mal de temps dessus sur des recrutements, de profils atypiques. Bien entendu, avec toutes les précautions qui vont avec. Donc, les précautions qui vont avec, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une entreprise vient nous voir pour recruter un profil atypique, ou qu'on est convaincu de recruter un profil atypique pour tout
toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, Mhm. on explique que il va y avoir un accompagnement. Il va y avoir un accompagnement avant, il va y avoir un accompagnement pendant et il y aura un accompagnement après. Parce que la dernière chose dont on ait envie, c'est que la personne arrive dans son boulot et se retrouve 2 mois plus tard au placard et parte en dépression. Donc ça, on n'a pas du tout envie de ça. Donc on prend beaucoup de précautions. C'est contractuel avec les D'accord, c'est entreprises qui contractuel. veulent Mhm. faire du recrutement. Euh, Alors ça, je pense que ça va donner beaucoup d'espoir à beaucoup de personnes parce que je pense que beaucoup de gens ne savent même pas que tout ça existe, comme les réseaux en entreprise. Donc, je suis contente qu'on fasse tout ça ensemble, cette sensibilisation, etc. Et je pense que ça ne va faire que continuer. Et grâce à des séries hein, comme HPI, OK, il peut y avoir comme tu dis, des faux diagnostics, mais en même temps, on en parle beaucoup plus, j'ai remarqué, depuis ce jour-là. Même si des fois, il y a des discussions stériles, mais j'ai remarqué que ça a libéré la parole, en tout cas, de pas mal de gens et de beaucoup de femmes qui ont aussi des fois caché cette chose-là. Aujourd'hui, pour finir, si je suis voilà, une personne atypique, que je commence à me découvrir, mais je ne suis pas vraiment sûre de moi, que je sens que je ne suis plus du tout à ma place, que je me dis je suis sous-exploitée, je ne suis pas à mon plein potentiel et que j'en souffre. Pour toi, en termes de conseils, premier conseil en termes de démarche, à part évidemment venir vous voir, ce qui est très important, ça serait quoi pour toi? C'est quoi les premières choses à faire quand on est perdu, quand on se sent dans le flou, quand on ne sait plus quoi faire dans ces bah, déjà, situations-là? la première des choses, c'est de passer nos tests. Ouais, ouais. Et c'est, comment dire, alors il y a toute une partie de nos tests qui est gratuite hein, d'ailleurs, hein, puisque Ok. notre modèle ne Mhm. repose pas sur les particuliers, mais D'accord. beaucoup plus sur les entreprises. Donc, on Ok. distribue pas mal de choses euh, gratuitement. Hein. C'est notre ambition à la base. Hein. Notre ambition à la base, elle est sociétale. Donc, il y a déjà pas mal de choses. Ensuite, une fois que la personne a fait ça, c'est effectivement parler avec un professionnel Mhm. de l'accompagnement. Ce qu'on ne fait pas forcément nous-mêmes, hein, puisque nous, on Mhm. se veut Bien sûr. surtout être un pont entre la personne et l'entreprise. Ça rejoint d'ailleurs, je crois, une de tes questions. Je crois qu'il y a des efforts à faire de chaque côté, enfin, des Mhm. efforts de Mhm. compréhension, on va dire, de chaque côté. Bien entendu, ça, j'en ai parlé pas mal au niveau des entreprises qui ne sont pas au courant encore. Plein d'entreprises ne sont pas au courant, c'est fou, même si on en parle de plus en plus, de tout l'intérêt de ces HPI et autres multipotentiels et atypiques. Mais il y a plein aussi de gens qui sont atypiques mais qui ne le savent pas, comme on le disait tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'on essaie de sensibiliser, de ratisser, on va dire, large, pour que tout le monde ait au moins la possibilité d'en entendre parler à un moment ou à un autre, et puisse se dire ah tiens, ça me ressemble un peu ça. Ouais, Donc ouais. faire la démarche. Après, Mhm. Mhm. sa démarche est personnelle, elle fait ce qu'elle veut, mais au moins elle en a entendu parler. Euh, et l'idée, c'est quand même de faire en sorte que les personnes qui relèvent un petit peu de cette neurodiversité comprennent que il y a quand même il y a quand même des petits efforts à faire pour comprendre les entreprises. C'est pas on ne demande pas de faire des compromis sur le fond, parce que c'est pas possible de faire des compromis sur le fond. Bien sûr. On ne va pas aller contre nos valeurs, mais il y a des petites choses qui je veux dire, j'ai toujours en tête cet exemple. Je connais des HPI pendant chiant, quoi, qui vont dire mais non, mais moi, il n'est pas question que j'ai un boss qui me dise ce que je dois faire. Je Mhm. sais mieux que lui ce que je dois faire. Non, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Clairement, ça ne peut pas fonctionner. Bien sûr. Il y a Soit tu des, sors il y de a des éléments. l'entreprise, soit tu restes, mais il faut accepter ça. Ouais. Voilà, bon, il y a non seulement un petit effort sur soi, mais il y a aussi des éléments de langage, il y a aussi des codes. C'est quand même pas compliqué au moins de les apprendre, ces codes, et puis faire en sorte que ça se passe bien au moment où ça doit bien se passer, quoi. Voilà, même si après, on fait autrement.
Ouais, donc c'est ça en fait finalement. Je pense que pour conclure, c'est ce qu'on peut dire, c'est que voilà, vous essayez de faire un pont entre voilà ces potentiels talents et d'ailleurs souvent talents inexploités. Hein. C'est pas parce qu'on a un talent que ça se transforme en potentiel. Il faut aussi que, enfin voilà que ce genre de caractéristiques ait un bon environnement pour qu'il se développe. C'est comme un enfant qui naît dans une famille où son potentiel n'est pas choyé, n'est pas mis en éveil. Bah, son HPI, il ne l'utilisera jamais. Donc là, c'est Tu un as peu raison. pareil. C'est la même chose transposée au monde adulte et de l'entreprise. Et puis se dire, bah voilà, ça va être une relation gagnant-gagnant. C'est OK, je parle, mais je parle de mes fonctionnements plutôt que de mon étiquette. Et aussi, l'entreprise se rapproche de moi en essayant de comprendre quel est le meilleur environnement pour moi pour travailler. Tout à fait. Bah, tu as raison t'as raison de le dire, hein, parce que effectivement, c'est toute la nuance, toute la différence qu'il peut y avoir entre quotient intellectuel et potentiel Voilà, c'est ça que je voulais intellectuel, dire. hein, quelque part. Et c'est vrai que moi, bon, ça m'embête un peu qu'il y ait toutes ces querelles de soi-disant experts sur les terminologies. Alors, c'est HPI, c'est HQI, c'est PHPI, PHQI, etc. Sachant que HPE. globalement, on parle de la même chose. Alors, il y a effectivement, il y a HPE, l'intelligence émotionnelle, mais je pense qu'il faut passer au-dessus de ça. Il ne faut pas se laisser polluer le raisonnement de fond par de la terminologie. S'en fout qu'on Absolument. appelle ça HPE. Moi, je ne parle pas spécialement de HPE, ça m'est égal d'ailleurs, mais ce n'est pas parce qu'on ne va pas parler de HPE que l'émotionnel n'existe pas. C'est pas parce qu'on ne veut pas, parce qu'il y en a qui ne veulent pas parler d'intelligence émotionnelle, que cette intelligence émotionnelle, elle n'existe pas. C'est pas vrai. Il y a effectivement, dans la partie relationnelle, voilà, il y a des talents qui sont plus ou moins développés et qui, pour le coup, peuvent aussi être encore plus développés, d'où le potentiel. Donc, moi, je laisse les querelles de terminologie à qui veut bien se quereller, ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère aller dans le fond et parler des vraies problématiques. Du coup, bah, merci beaucoup Hervé. Je pense on a Et à compris toi. vraiment comment fonctionnait voilà, ta plateforme. Et puis, je remettrai pour tout le monde en dessous de la vidéo le lien de myepipine.com, qui est le site Et internet où on Pépine, peut trouver oui, ouais. toutes les informations pour les candidats et à la fois pour les entreprises. Et puis, j'aimerais que tu nous redises ton slogan que j'aime beaucoup, le slogan de Epipine en fait. Alors, le slogan des Pépines, c'est « Je ne suis pas différent de toi, je suis différent comme toi ». Voilà. Alors, Voilà. c'était le mot de la fin pour toutes les personnes qui ont regardé. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, soit en commentaire sous la vidéo ou directement à Hervé ou à moi. Et on se fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, on espère qu'aujourd'hui, ça vous a donné un peu plus d'informations sur toutes les possibilités que vous avez en tant que HPI de développer justement vos talents et d'arriver à votre plein potentiel. Et on vous remercie. Bye bye. Merci à toi, Sandrine. Et bravo Salut encore. Hervé. Merci. Alors, si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et utilise la cloche de notification pour recevoir régulièrement tes vidéos d'experts. Bye bye, héroïne!